55e lettre de Sénèque à Lucilius. Je reviens tout juste d'une promenade en chaise, aussi là que si j'avais fait sur mes jambes le trajet que j'ai fait sur mon séant. Même à être longtemps porté, il y a une fatigue, et d'autant plus prononcée peut-être qu'elle est contre la nature, qui nous a donné des pieds pour marcher par nous-mêmes, des yeux pour voir par nous-mêmes. Notre mollesse nous a infligé l'impotence. Nous avons cessé de pouvoir ce que nous avons été longtemps sans vouloir. Il m'était à vrai dire indispensable de secouer l'organisme, soit si de la bile logeait dans ma gorge pour la faire tomber, soit si par quelque motif mon souffle même était trop dense, pour qu'il fût raréfié par un ballottement dont je me suis trouvé bien. C'est ainsi que j'ai prolongé une sortie à laquelle le rivage même m'a invité. Entre Cumes et la villa de Servilius Vatia, il s'infléchit et la mer d'un côté, le lac de l'autre, l'enserre comme une étroite chaussée. En effet, une récente tempête avait affermi la grève. Comme tu le sais, le battement assidu des vagues légalise, de même qu'après un trop long calme, elles se désagrègent lorsque l'humidité qui lie les sables leur a retiré son suc. Cependant, selon mon habitude, je m'étais mis à regarder alentour si je ne trouverais pas quelque chose dont je pusse tirer profit, et mes yeux se portèrent sur la maison qui a été naguère celle de Vatia. C'est ici que cet ancien prêteur, ce riche personnage, sans aucun titre à la notoriété que son loisir, a vieilli, et cela suffisait pour qu'on vît en lui un heureux. Chaque fois que l'amitié d'Asinius Gallus, chaque fois que la haine, et plus tard l'affection de ces gens avaient coulé telle et telle, à l'avoir heurté, à l'avoir aimé, le risque fut le même. Chacun s'écriait « Oh, Vatia, il n'y a que toi qui saches vivre !» L'homme savait se cacher, non pas vivre. C'est qu'il y a grande différence à vivre dans le loisir ou dans la paresse. Jamais je ne passai du vivant de Vatia le long de cette villa sans dire « Si j'y Vatia ». Mais, mon cher Lucilius, une idée si sainte, si vénérable s'attache à la philosophie que, si quelque apparence la rappelle, on se laisse prendre même à la contrefaçon. Un homme qui vit retiré passe dans l'opinion vulgaire pour être de loisir, affranchi des soucis, se suffisant à lui-même, vivant pour soi, tout privilège qui ne sont départis qu'aux sages. Seul le sage sait vivre pour soi. En effet, il sait vivre, ce qui est le premier point. Tel a fui les affaires et les hommes, que la faillite de ses ambitions a exilé du monde, qui n'a pas supporté de voir à d'autres plus de bonheur, qui, tel un animal timide et paresseux, s'est terré par peur. Celui-là ne vit pas pour lui-même, il vit suprême honte pour son ventre, pour le sommeil, pour la débauche. Il ne s'ensuit pas que l'on vive pour soi de ce que l'on ne vit pour personne. Et pourtant la constance, la persévérance dans les résolutions est chose si grande que même la paresse en impose quand elle est obstinée. Sur la villa même, je ne saurais écrire rien de positif. Je n'en connais que la façade et les dehors, ce qu'elle montre aux simples passants. Il y a 2 grottes, ouvrages considérables, pareilles en dimension à l'atrium le plus large, elles sont de main d'homme. L'une ne reçoit pas le soleil, l'autre le garde jusqu'à son coucher. Un ruisseau qui se déverse d'un côté dans la mer, de l'autre le lac Aquéruse, passe au milieu d'un bois de platane. Cette ripe, même si l'on y puisait journellement, serait encore poissonneux. Mais quand la mer est libre, on le ménage. Le mauvais temps oblige-t-il les pêcheurs à chômer? On n'a qu'à étendre la main pour prendre. Malgré tout, le principal avantage de la propriété, c'est qu'elle abahisse à ses portes. Elle n'en a pas les inconvénients et elle jouit de ses agréments. Tels sont les mérites de la villa, d'après ce que j'en connais. Je la crois de toute saison, car elle est exposée au vent d'ouest et le cueille au passage,
si bien qu'elle en prive la ville de Baïs. Vathia paraît n'avoir pas agi sottement en faisant choix de ce séjour pour y apporter un loisir désormais consacré à la paresse et à la vieillesse. Quoi qu'il en soit, le lieu n'apporte pas à la paix morale une contribution bien grande. C'est l'âme qui confère à toutes les choses le prix qu'elles ont pour elles. J'ai vu, moi, dans une riante et pittoresque maison de campagne, des hôtes chagrins. J'ai vu en pleine solitude des affairés. Tu aurais donc tort de croire que si ta vie intérieure n'est pas bien en ordre, c'est que tu n'es pas en compagnie. Au fait, pourquoi n'y es-tu pas? Viens jusqu'ici en pensée. La société de mes amis absents, on peut la voir, à vrai dire, aussi souvent, aussi longtemps qu'on le veut. Et même ce plaisir, le plus grand de tous, est plus complet dans l'absence. L'habitude du tête-à-tête fait qu'on se blase parce que de temps à autre on cause, on se promène, on est assis ensemble, séparés. Nous ne pensons plus à ce que tout à l'heure nous voyions. Une raison encore pour que nous devions supporter patiemment l'absence, c'est que, même si les amis sont là, on vit beaucoup loin de leur compagnie. Compte les nuits passées chez soi, les occupations qui nous séparent, l'étude solitaire, les villégiatures en banlieue, le temps que nous ravit un déplacement lointain et, tu le reconnaîtras, peu de choses. En amitié, c'est par le cœur que s'assure la possession. Or le cœur n'est jamais absent. Il voit qui il veut et tous les jours. Mets-moi donc de moitié avec toi aux heures d'étude au repas, dans tes promenades. Nous serions bien étroitement logés dans l'existence, si l'essor de nos pensées rencontrait quelque part une barrière. Je te vois, mon cher Lucilius. À cet instant même, je t'entends. Je suis tellement avec toi que je me demande toujours si je ne vais pas te faire porter un mot au lieu de t'envoyer une lettre.